Donald Trump est-il un clown ou un monstre? C'est la question que l'on peut se poser alors qu'il a d'ores et déjà entamé son second mandat après une cure d'opposition de 4 ans. Un mandat commencé sur les chapeaux de roue avec la publication de 42 directives le jour de son investiture. Des directives qui semblent nous dire qu'il se donnera les moyens d'appliquer la politique peut-être la plus réactionnaire et pro-ultra riche de l'histoire récente des États-Unis. Devant ses partisans réunis dans la Capital One Arena à Washington, les signatures s'enchaînent. Et en 2 coups de crayon, le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Quelques instants plus tard, de retour dans le bureau ovale, une nouvelle signature, coup de poing, celle du décret qui gracie une partie des assaillants du Capitole dans l'attaque du 6 janvier 2021. C'est pour le 6 janvier, pour les otages. Environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Et les signatures aux conséquences radicales se suivent sans s'arrêter. Sortie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, levée des sanctions décidées en février 2024 à l'égard de colons israéliens pour des violences à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée, ou encore réinscription de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, malgré la récente décision de Joe Biden de l'en sortir. Mon message aux entreprises du monde entier est très simple. Venez fabriquer vos produits en Amérique et nous vous offrirons les impôts les plus bas de tous les pays du monde. Mais si vous ne fabriquez pas vos produits en Amérique, ce qui est votre droit, alors c'est simple, vous devrez payer des droits de douane dont les montants varieront, mais qui nous permettront d'injecter des centaines de millions de dollars, voire des milliards dans notre budget pour renforcer notre économie et rembourser notre dette. Décret de l'état d'urgence à la frontière mexicaine, déploiement de l'armée, suppression du droit du sol. Dès sa prise de fonction hier, Donald Trump a dévoilé ses premières mesures choc anti-immigration. Toutes les entrées illégales seront immédiatement bloquées et nous allons commencer le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers d'où ils viennent. Donald Trump aura-t-il les moyens de sa politique? Et d'ailleurs, comment peut-on décrire cette politique qui est susceptible de s'y opposer efficacement? Peut-on dire que la mondialisation néolibérale est terminée? Si oui, qu'est-ce qui la remplacera? Et si les États-Unis renoncent à leur fameuse destinée manifeste qui leur donnerait le devoir de guérir le monde selon leurs vieilles prétentions, le pays de l'oncle Sam peut-il impunément imposer ses stricts intérêts nationaux au monde entier? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et auteur de L'Art de la paix aux éditions Flammarion. Vous regardez Le Monde n'a pas de centre, sa chronique internationale sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, une fois signés ces 42 décrets ou directives, je ne sais pas exactement comment on doit traduire ce concept américain, Donald Trump a-t-il les moyens d'aller jusqu'au bout de sa radicalité réactionnaire sur les plans intérieurs et international? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Bon, alors d'abord, il faut toujours avoir à l'esprit que cet homme est un communicant. Il parle, c'est un rhéteur. Il veut plaire notamment à son électorat. Il veut aussi substituer la parole à l'acte impuissant. Faut pas oublier une chose, il y a eu une sorte d'hystérie au moment de l'investiture de Trump. Toutes les chaînes de télévision faisaient des programmes spéciaux pour entendre souvent des choses qui n'avaient aucun intérêt, qui étaient de vagues remerciements assez confus d'ailleurs à ses supporters. Mais on oubliait que ce pays que tout le monde présente comme exceptionnel et à propos duquel tout le monde est persuadé que le monde entier en dépend, qu'il est devenu largement impuissant. Il faut quand même pas oublier, cette formule je l'ai employée je ne sais combien de fois à ce micro, que le secrétaire d'État Anthony Blinken est allé 12 fois depuis le 7 octobre 2023 au Proche-Orient, qu'il n'a pratiquement rien obtenu. Le monde n'est plus celui de l'époque où Nixon et Brejnev, par un coup de téléphone, réglaient la guerre de 1973 au Proche-Orient. Donc il parle parce que déjà, en parlant, il obtient les premiers résultats, peut-être ceux qui sont les plus précieux. C'est-à-dire quoi? Plaire, bien sûr, à son électorat et surtout se construire dans cette société mondiale de communication l'image
de l'homme fort. Ça, c'est une formule qu'on entend partout, l'homme fort, là-bas, et qui est valorisée pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir. D'autre part, du conservateur des grandes valeurs traditionnelles, et ça a un effet d'irradiation, non seulement aux États-Unis, mais sur le monde, qui est tout à fait remarquable. Et troisièmement, celui qu'on craint parce qu'il va remettre de l'ordre dans le monde. Une fois qu'il a fait ça, il a créé une image. Une image, ça compte en relations internationales. Est-ce qu'on va pouvoir aller pour autant plus loin? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que Trump semble ne pas avoir compris qu'on est dans un monde où l'interdépendance joue beaucoup plus que la puissance comme facteur structurant. Et on l'a vu, première vérification de ce que je dis, l'Ukraine. Le slogan à propos de l'Ukraine, c'était en 24 heures, je règle le problème. Dès qu'il a été élu, il est passé de 24 heures à 6 mois. Et maintenant, on en est même à une troisième étape où il commence à menacer la Russie parce qu'il n'a pas obtenu l'effet magique qu'il escomptait. Mais ceci étant posé, je ne rejette pas ou ne marginalise pas ta préoccupation. Elle est réelle parce qu'il faut prendre très au sérieux cette organisation d'une vaste marée réactionnaire qui irrigue d'abord les mécanismes de pouvoir politique un peu partout dans le monde et qui, deuxièmement, commence, hélas, à répondre à une aspiration sociale. Alors, on prend ça dans l'ordre. Le pouvoir politique. Si tu as remarqué, depuis ces 20-30 dernières années, la chute du mur y est d'ailleurs pour quelque chose. Il y a une baisse sensible de la légitimité des institutions politiques, partout. Dans les démocraties, et c'est là qu'on peut le mesurer de manière le plus exacte, mais également dans les systèmes autoritaires. Il y a une montée de l'illibéralisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que les institutions ont montré qu'elles ne parvenaient pas à satisfaire les besoins des populations, parce que ces institutions souvent conduisaient à la corruption, il faut bien l'admettre, et aussi, et peut-être surtout, parce que ces institutions ne sont pas du tout adaptées à cette grande révolution que constitue la mondialisation. Elles restent encore focalisées sur l'intérêt national, je ne sais. Donc il y a un hiatus. Et donc, les titulaires du pouvoir politique se défendent contre cette érosion de légitimité par un regain d'autoritarisme. Quand tu es moins aimé, eh bien, tu deviens plus coercitif. Et Trump s'inscrit parfaitement là-dedans. Et maintenant, si on regarde du côté des sociétés et des populations, il y a un phénomène qu'il faut suivre un peu comme le lait sur le feu, c'est-à-dire une grande peur dans la population liée à ces mutations fortes, à la mondialisation, à cette nouvelle configuration sur laquelle on peut revenir. Et quand on a peur, eh bien, on plébiscite l'homme fort. Trump est le champion de l'Amérique qui a peur ? Ah oui, tout à fait. Mais le trumpisme, et là, ça renvoie à sa première campagne électorale, s'est bâti sur le constat que le grand économiste américain Branko Milanovic avait mis en évidence, à savoir que le public américain constate que cette mondialisation chérie qu'il pensait avoir inventée s'est retournée contre lui et a profité largement, pense-t-il, à la Chine, ce qui n'est pas tout à fait faux objectivement, et donc ça crée une crispation en même temps souverainiste, nationaliste, protectionniste, identitariste, voire suprémaciste. Tout ça va ensemble. Quand on se sent défié par l'autre, eh bien, on se reconstitue en affirmant qu'on est de manière innée supérieure à l'autre et qu'il faut se protéger de l'autre. Quelle est la racine du discours anti-immigration de Trump? C'est ça. C'est justement ce qui vient de dehors est un vent qui vous menace. Fermons les fenêtres, les volets, les portes, les verrous et tout ce qui s'ensuit. Et on est dans cette séquence. Maintenant, ne baissons pas les bras trop vite. Est-ce que ça peut tenir longtemps? Parce que
pour reprendre une vieille formule qui nous est connue, il y a les contradictions au sein du peuple. C'est-à-dire que de plus en plus, dans cette alliance bizarre entre l'ultralibéralisme capitaliste à la Musk et l'illibéralisme conservateur à la Trump, il y a des divergences, notamment sur la migration. Parce que cet ultra-capitalisme mondialisé a besoin de migrants. La Silicon Valley ne peut pas vivre sans immigrés. Mais exactement. D'ailleurs, d'une façon générale, moi, j'ai pas peur de dire que personne ne peut vivre sans immigrés dans le monde actuel, y compris en France, sans déplaise à M. Retailleau, et un peu partout dans le monde. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Mais c'est tellement facile de construire, quand on a peur, des boucs émissaires, et de penser que quand ces boucs émissaires seront sacrifiés, eh bien, les choses iront mieux. Je renvoie nos amis à ce magnifique sketch de Fernand Reynaud sur l'étranger. Et là, on est dans les années 60, si je me trompe, déjà. Fernand Reynaud, dans un sketch magistral, dénonçait la xénophobie dont était victime dans un village un étranger. L'étranger, il en a eu marre, il s'est cassé, comme dit Fernand Reynaud, et depuis ce jour-là, il n'y a plus de pain dans le village parce que l'étranger, il était boulanger, pour reprendre la formule de Fernand Reynaud. C'est ça l'histoire. Et là, on voit Musk qui attend Trump au tournant en disant « Mais attendez, vous n'allez pas non plus nous enlever cette main-d'œuvre qui nous est si précieuse ». Qui en plus est plutôt bon marché, surtout s'ils sont sans papier. Donc les choses ne sont pas aussi claires. Je suis préoccupé par cette alliance naissante aux États-Unis, mais qui se reproduit partout entre le capitalisme ultralibéral et l'illibéralisme. Ça, on le voit aux États-Unis, on le voit en Inde, entre Advani et Modi, on le voit avec les oligarques russes, on le voit avec notre micro-Musk ou notre nano-Musk que constitue Bolloré. On l'a vu encore récemment, le patron d'Axel Springer qui, en Allemagne, milite aussi pour plus d'autoritarisme et dit son amour à Musk. Tout ça est troublant. Mais tout ça est aussi plein de contradictions. Alors, en parlant de contradictions, il y a des contradictions internes au système politique et judiciaire américain. Les directives, décrets de Trump seront attaqués devant les tribunaux, devant la Cour suprême, d'un certain nombre de manières. Peut-être qu'il faudra également quelques validations parlementaires. Aujourd'hui, les républicains ont les deux chambres du Parlement américain. Mais est-ce que Donald Trump ne signe pas ces directives maintenant pour orchestrer, durant les 4 années qui viennent, une bataille entre lui, l'homme qui veut changer les choses, et une bureaucratie ou un système judiciaire voulant s'imposer à un peuple américain qui, lui, voudrait renverser la table? Dans ce cas, qu'il réussisse ou pas à faire ce qui est contenu dans ces décrets, il apparaîtra comme une victime du système de Washington et pourra rempiler 4 ans plus tard en disant, en fait, dans une sorte de discours du mouvement empêché, il y a peut-être une opportunité politique pour lui. Ne pas faire grand-chose, mais crier partout qu'on l'empêche de faire. Oui, alors d'abord, rempiler, il ne pourra pas, en principe, sauf violer la Constitution, puisqu'un président aux États-Unis ne peut pas faire plus de 2 mandats. Consécutifs ou... Non, 2 okay. mandats. D'accord, autant pour moi. Donc, mais il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait s'arranger pour, etc., quand on veut manipuler les textes, même sans aller jusqu'aux réformes, c'est-à-dire un amendement dans le système constitutionnel américain, il faudrait faire voter un amendement, ce qui impliquerait le 2/3 du Congrès, ce dont il ne dispose pas. Mais il peut, en tous les cas, ouvrir la voie à un renforcement, et là tu as tout à fait raison, de ce courant réactionnaire. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que quand il dénonce la bureaucratie, comme le fait Milei en Argentine, Milei, il y a 2 jours, se montrait en train d'arracher l'étiquette, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère du Travail, en considérant que ça ne sert à rien, qu'on peut le supprimer. La dénonciation de la bureaucratie, c'est un des pouces au jouir des opinions publiques. Parce que tout individu, toi, moi, tout le monde a été une fois et plus d'une fois victime des micro-pouvoirs bureaucratiques. Donc, un président qui, au lieu de couvrir la bureaucratie, la dénonce publiquement, il devient populaire. Et tu as tout à fait raison d'ajouter, si en plus
il devient impuissant dans cette lutte contre l'hydre bureaucratique, eh bien on dira c'est bien la preuve qu'il avait raison, que ces bureaucraties sont insupportables, et donc il gagnera en popularité, et, où je te rejoins, le courant qu'il incarne gagnera en popularité. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire très attention quand on parle de Trump. Moi, autour de l'investiture, récemment, j'étais exaspéré par tous ces dames soleil de sous-préfecture qui venaient vous expliquer tout ce qu'allait faire Trump. Personne ne sait ce qu'il va faire en réalité. Et si on regarde son premier mandat, rien n'était clair. Il y a eu des décisions qui allaient dans un sens, d'autres qui allaient dans l'autre. Et là, aujourd'hui, c'est encore pire d'un certain point de vue. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à son premier mandat, il est confronté sur la scène internationale à une hyper-conflictualité qui est beaucoup plus difficile à gérer que les conflits relativement routinisés auxquels il avait faire face dans son premier mandat. Dans son premier mandat, en fait, il s'est surtout escrimé à montrer qu'il faut faire rentrer les boys d'Afghanistan ou d'Irak, par exemple. Bon, là, il y a deux conflits qui sont extrêmement compliqués à gérer, Russie-Ukraine et Israël-Palestine. Et puis, le vis-à-vis, le face-à-face avec la Chine est autrement plus compliqué à gérer qu'il ne l'était du temps de son premier mandat. Donc, je ne sais rien. Il peut même faire ce que j'appelle le coup de Kim Jong-un. Rappelle-toi, après avoir injurié le bonhomme, qui d'ailleurs méritait assez ce genre de comportement, il s'est mis à bisou-bisou, à le rencontrer, lui serrer la main en public. Qui dit qu'il ne fera pas la même chose avec Khamenei, qui dit qu'il ne fera pas la même chose avec Xi Jinping. Avant son investiture, on disait mais il fait ami-ami avec Poutine. Là, depuis quelques heures, depuis 48 heures, 72 heures, on l'entend dire des choses très désagréables sur le compte de Poutine. C'est aussi le jeu populiste, ça. Le jeu populiste, c'est... je n'ai pas une ligne politique préétablie, je me déplace au gré du vent en prenant face au vent les postures qui plaisent. Donc tout est possible. Cet homme n'a absolument aucune politique étrangère. Je pense d'ailleurs que cet homme connaît très mal la vie internationale. Peut-être que maintenant, il sait que Israël-Palestine, c'est au Proche-Orient. Est-ce qu'il sait véritablement où est l'Ukraine? C'est pas certain. Donc, cet homme est à un niveau total d'amateurisme. Il y a aussi chez lui, il ne faut pas l'oublier, une sensibilité d'un rare cynisme qui le conduit à considérer que les guerres sont trop coûteuses. Finalement, ni Russie-Ukraine, ni Israël-Palestine sont des conflits qui lui plaisent. Ce sont plutôt des conflits qui ont tendance à le gêner, pour 1000 raisons qui ne sont pas de nature humaniste. Donc, tout devient prévisible à partir de ce moment-là. Et puis, je reviens à mon refrain, il y a les contradictions avec son allié. Je vais me prendre un exemple là-dessus, qui est le prix du pétrole. Alors, il dit, on va forer. Bon, résultat, s'il fore beaucoup, il va produire beaucoup. Et s'il produit beaucoup, eh bien, les hydrocarbures vont baisser de prix. Ça va l'arranger d'un certain point de vue, mais je ne suis pas sûr que ça arrange les grandes compagnies pétrolières. Quand il dit, ce qui est assez extraordinaire, il dit MBS, le prince héritier saoudien, c'est un homme bien, sympa, il l'a flatté dans son discours, il va baisser les prix du pétrole. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et justement, il y a ce que j'appellerais de la naïveté stratégique, c'est presque un oxymore chez cet homme, mais qui lui permet de gagner sur les deux tableaux. Et le problème, c'est qu'on ne sait qu'au dernier moment lequel des tableaux il va privilégier sur l'autre. Alors, tu dis qu'il n'a pas de vision de monde en tout cas, alors que ma question suivante, c'était comment peut-on conceptualiser la vision du monde de Donald Trump, une sorte de fermeture des États-Unis au reste du monde, mais qui est aussi un bellicisme qui n'épargne désormais plus, en tout cas verbal, qui n'épargne désormais plus les pays occidentaux comme le Canada ou le Danemark. Est-ce que le MAGA, Make America Great Again, rejette la notion d'Occident collectif? Est-ce que finalement, il considère les Canadiens, les Iraniens ou d'autres peuples comme des sujets, tout simplement, sans hiérarchie,
Alors que la diplomatie internationale s'est souvent fondée sur l'appartenance de ce bloc occidental à une seule et même destinée. Alors venons-y, parce que tu as raison, si l'homme n'a pas de politique étrangère, il a beaucoup de postulats dans la tête. Et certains de ces postulats ne sont pas forcément archaïques, hein, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Premier postulat, il s'inscrit en droit fil dans l'obsession du Manifest Destiny, c'est-à-dire du messianisme américain. C'est-à-dire cette idée qui régalait et qui alimentait les néoconservateurs alors que Trump déteste ou méprise les néoconservateurs, cette idée-là, il l'a gardée. D'ailleurs, il a eu une phrase qui ne trompe pas dans son discours d'investiture en disant « Dieu m'a préservé en me permettant de survivre à 2 attentats ». Tout cela pour que j'accomplisse sa mission et que je sauve l'Amérique. Donc la corde messianique, elle est toujours très forte, d'autant qu'elle plaît. Hein, enfin, tous les présidents américains en ont joué. Voilà, mais plus ou moins, et sans donner forcément le même sens. Hein. Quelqu'un comme Nixon était plus du côté cynique, réaliste que du côté messianique, par exemple. Bon, Obama, c'était le soft messianisme, on pourrait continuer. Là, c'est quand même un messianisme qui en plus est alimenté par un des courants qu'il soutient, qui est les églises évangélistes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Deuxième élément... Qui sont un acteur mondialisé, pour le coup. Oui, mais alors, justement, sa lecture de la mondialisation, elle est, contrairement à notre émission, centrée. C'est-à-dire, les États-Unis sont au centre du monde. Il y a 2 sens dans Make America Great Again et dans America First. Il y a on se sert d'abord, ça c'est le côté égoïste et égocentrique, qui est très fort parce que c'est très populaire. Et puis il y a aussi l'idée, on est meilleur et plus intelligent que les autres. Voilà. Bon, ça, ce sont les 2 idées qui demeurent et qui font que dans sa tête, les États-Unis sont au centre du monde. Et ça débouche sur quelque chose, sur 2 choses. Une chose inquiétante et une chose moderne. La chose inquiétante, c'est que ça l'amène à refaire passer la puissance devant la souveraineté. Quand la souveraineté a été inventée, c'était pourquoi ? C'était pour arrêter la puissance de l'autre. C'est-à-dire le souverain, comme disait le grand philosophe Jean Bodin dès le XVIe siècle, la souveraineté, c'est qu'on obéit à personne, ni plus petit, ni plus grand, ni égal de soi. C'est ça la formule fondatrice de la souveraineté. Là, il dit, mes amis, n'est vraiment souverain que celui qui a la puissance. Les États-Unis ont la puissance, le Danemark ne l'a pas. Voire le Canada ne l'a pas, le Panama ne l'a pas du tout, et on pourrait ainsi continuer la liste. Et ça, c'est quelque chose que Poutine et Netanyahou aussi peuvent parfaitement comprendre parce que c'est une grammaire partagée. C'est-à-dire, moi j'ai été frappé que Trump parle d'une Groenland en employant les mêmes mots que ceux mobilisés par Poutine pour parler de l'Ukraine. C'est-à-dire, la sécurité de la Russie dépend effectivement de notre contrôle sur l'Ukraine, comme la sécurité des États-Unis dépend de notre contrôle sur le Groenland. Ça dresse un monde, ça dresse le portrait d'un monde dans lequel ce n'est plus la souveraineté comme principe de droit qui va organiser les rapports internationaux, mais la puissance. Et aussi, c'est une sorte de projection d'un colonialisme des Blancs sur d'autres Blancs. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est quelque chose de très inquiétant, avec une nuance, et qui est de taille, qui est que autrefois la puissance avait un instrument, c'était la guerre, et avec la guerre, vous écrasez la mouche, et donc vous gagnez, et vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, les États-Unis perdent toutes les guerres qu'ils mènent. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc ça fait réfléchir, y compris Trump, y compris ceux qui ont du mal à réfléchir. Et ceci fait que Trump a déjà trouvé le substitut, c'est-à-dire on ne fera pas la guerre, mais on forcera la paix. Enforce peace. Ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire, moi, avec mes instruments d'acier, je vais ployer l'autre sans lui faire la guerre. Ça marche ou ça marche pas. Il faut jamais sous-estimer l'énergie sociale qui est la résistance des peuples. C'est comme ça que la décolonisation a pu se faire. Mais ça risque de faire l'actualité. C'est-à-dire cette espèce de musculation des relations internationales sans pour autant déboucher sur une guerre dont on ne gagne plus. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose que je crois, moi, pour ma part, plus moderne,
est plus intéressante, c'est que l'homme ne croit plus du tout aux alliances. D'ailleurs, il n'y avait plus personne qui croyait aux alliances depuis déjà un bon bout de temps, puisque la seule alliance militaire qui demeure à la surface du globe, c'est l'OTAN. Bon, c'est-à-dire que hors du monde occidental, du fameux Occident collectif, personne ne croit aux alliances. Là, maintenant, il y a le noyau central de ce monde occidental, c'est-à-dire les États-Unis, qui, sans le dire tout à fait explicitement, mais ils n'en sont pas loin, ne croient plus aux vertus de l'alliance. D'abord, voilà deux alliés, le Canada et le Danemark, on leur parle comme si on s'adressait à la Russie ou à Panama, pour prendre quelque chose de plus réel. Et donc, on considère que l'alliance n'est plus, et c'est ça qui est au centre de la grammaire trumpienne, l'alliance n'est plus une obligation, et surtout pour le plus fort. Et là, on retrouve l'histoire de la supériorité de la puissance. Donc, l'OTAN, s'il se plie à ce que je veux, bon, ben, on peut peut-être la maintenir. Sinon, on la supprimera peut-être pas, mais on s'en fichera. On s'en fichera. On n'en tiendra plus compte. Y compris face à Poutine, y compris dans le dossier ukrainien. Donc là, il y a aussi une évolution. Pour ça, l'Europe n'est pas prête. L'Europe n'est pas prête à ce nouveau logiciel. Mais non. Alors, l'Europe n'est pas prête pour deux raisons. D'abord, parce que le vent dominant en Europe, c'est dire « Oh, on avait un bon assureur, on payait notre cotisation à un bon assureur qui était les États-Unis, qui assurait notre sécurité. » Là, ça les embête de prendre en charge leur propre sécurité, c'est très clair. Et puis, surtout, l'Europe est divisée. L'Europe, c'est devenu un jeu à 4 coins et peut-être bientôt à 6 ou 8 coins. Les 4 coins, c'est quoi? Tu as des illibéraux pro-Poutine, ça c'est Orban. Tu as des illibéraux pro-Trump, ça c'est Meloni. Tu as des libéraux atlantistes, ça c'est l'Allemagne. Hein, et puis tu as des libéraux plus ou moins européanistes, ça c'est le discours macronien. Bon, comment veux-tu que ces 4 visions, auxquelles s'en ajoutent potentiellement 2 ou 3 autres, hein, du côté Espagne, Irlande, tu as une poussée beaucoup plus autonome par rapport aux États-Unis que du côté français, et puis tu as toute cette complexité du jeu de l'Europe centrale et orientale qui joue un peu de toutes les gammes, mais souvent des gammes intermédiaires, hein, style soit l'ultra anti-Russie Pologne et État balte, soit une espèce de valse-hésitation style Roumanie, Bulgarie, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est même pas la peine de passer une minute pour commenter l'avenir de l'Europe de la défense. Ça n'a strictement aucun sens. Aujourd'hui, Trump le sait, Poutine le sait, eh ben c'est parti. Alors, est-ce que nous faisons face à un fascisme de type nouveau? J'imagine que tu as vu le salut ambigu d'Elon Musk lors de l'investiture de Trump. Alors, il est assez intelligent pour savoir que tout le monde en parlerait, mais il a quand même fait. Oui, alors ça, moi, je me précipiterai pas pour commenter. Est-ce que c'est un réflexe non contrôlé qui nous livre le sentiment profond du personnage? C'est possible. Son inconscient. C'est l'inconscient qui parle, ou est-ce que c'est un geste? Cet homme est un excité. On l'a vu arriver comme un pitre pendant la campagne électorale. À un moment, il s'est mis à sauter en l'air, etc. Il improvise des gestes spectaculaires pour plaire à son public. Bah, là, peut-être qu'il ne s'est pas bien contrôlé. Je ne vais pas faire une dissertation en 2 parties pour prouver que Musk est un nazi. Je pense que la réalité, elle est peut-être à chercher ailleurs et de trouver des éléments beaucoup plus précieux dans son jeu stratégique profond tel que je décrivais tout à l'heure. Il faut voir que le capitalisme a toujours considéré la mondialisation comme une aubaine, dans la mesure où, très longtemps, les grands entrepreneurs capitalistes considéraient que la mondialisation, c'était le parachèvement du néolibéralisme, c'est-à-dire l'école de Chicago. Ça a été la belle époque, c'est la fin du XXe siècle et le tout début de ce siècle. Ils se sont aperçus que ça ne marchait pas si bien que ça, le néolibéralisme. Alors, il y a eu 2 réflexes. Le premier réflexe, on en vit les conséquences maintenant, c'est de dire pourquoi le néolibéralisme n'a pas marché, c'est qu'il n'était pas relayé par suffisamment de Pinochet. Je dis Pinochet parce que ça a été un des premiers à avoir adopté les thèses du néolibéralisme, c'est-à-dire par
des régimes insuffisamment autoritaires. Donc, on fait un tour de vis autoritaire et conservateur à l'intérieur. Maintenant, je pense qu'ils sont à la recherche d'un autre modèle qui est effectivement de donner une forme réelle, parce que pour l'instant, c'est de l'impensé, à ce qu'est un capitalisme mondial. Hein. Et là, on n'est qu'au début du chemin. Donc, n'allons pas trop vite. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de traiter cet homme de nazi, d'abord parce que je n'ai pas assez d'éléments pour le démontrer, et puis je suis beaucoup plus inquiet de savoir quel est vraiment son diagnostic sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est comme Macron qui a eu cette phrase idiote en disant l'ingratitude, c'est une maladie qui ne se transmet pas aux hommes. Pris au pied de la lettre, c'est raciste. Ça veut dire que les Africains ingrats ne sont pas des humains. Peut-être que l'homme ne maîtrise pas bien la langue française. Je pense que c'est plutôt ça, la réalité. Alors, est-ce qu'on a affaire à une sorte d'accélération oligarchique aux États-Unis, comme l'a dit l'ancien président Joe Biden, alors que même les démocrates sont eux aussi considérés comme un parti de l'establishment? Pourquoi attend-il de partir pour le dire? Oui, mais parce que quand on parle d'oligarchie, quand le vieux système commence à se décomposer. C'est-à-dire, le vieux système, c'était quoi? Le vieux système, c'était, je dirais, une aristocratie au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire une élite, mais qui était choisie par le peuple et qui venait gouverner, je dirais, de manière harmonieuse le peuple. Ça s'est cassé. Hein. Il faut comprendre ce qu'est devenu le Parti démocrate. C'est-à-dire le Parti démocrate, en l'espace de quelques années, hein, je dirais que ça a commencé à se fissurer avec Clinton, et Obama a essayé de colmater, et puis le modèle obamien n'a jamais été parachevé. Et Biden, c'est justement l'expression de cet échec, de l'échec de ce parachèvement. Et donc, du coup, il n'a plus d'âme. Et c'est pour ça que Kamala Harris a été battue. Bon, et quand il n'y a plus d'âme, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des régimes illibéraux, vous avez des pulsions autoritaires et une espèce de recherche de l'incarnation de l'homme fort, etc. Et donc, on se dit, mais pour soigner le malade, il faut trouver l'homme providentiel. Et c'est pour ça qu'on revient cette idée d'oligarchie. Bon, ceci dit... Saint-Just disait au moment de la Révolution française, le miséreux est le plus puissant parce qu'il a le droit de sanctionner les gouvernants. Il y a un côté utopique et naïf dans cette formule, mais il y a quelque chose de sensé, c'est-à-dire que tout ceci n'est possible que parce que la société l'accepte. La société américaine accepte pour l'instant cette espèce de pulsion, je dirais, autoritaire et cette dénonciation un peu sommaire d'une oligarchie. Il y a un jour, elle dira, mais moi, je demande à voir un peu plus près la réalité des choses qui se produisent. Il faut voir quand même de quelle équipe Trump s'est flanqué. Des personnages assez étranges qui vont être aux manettes. Et à un moment, ça fera hiatus. Alors, soit Trump, selon ses vieux réflexes, va les virer très vite et du coup, le débat va s'effacer, soit ils vont persister dans leur rôle et à ce moment-là... ça va effectivement prendre des proportions autrement plus graves. Alors, le nouveau président américain veut la peau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette administration, comme celle des démocrates, veut la peau de la Cour pénale internationale et pourrait même décréter des sanctions personnelles contre le procureur Karim Khan. Le multilatéralisme peut-il survivre au coup de pied de l'âne des Américains? Alors ça, c'est un enjeu, effectivement, qu'il faut prendre très au sérieux. Parce que, autant je disais tout à l'heure qu'en politique étrangère, c'est-à-dire en rapport aux autres États, qu'en politique intérieure, c'est-à-dire le rapport aux institutions américaines, très vite, Trump sera arrêté dans ses élans, soit par la puissance de l'autre, soit quand même par la résilience institutionnelle. Autant le multilatéralisme, c'est le faible sur lequel il est très facile de taper. Moi, j'ai été quand même assez saisi de voir que l'une de ses premières mesures, c'est le retrait des États-Unis de l'OMS. Parce que
l'OMS est une très grande organisation qui a joué un rôle absolument fondamental et qui continue à le jouer. On a dit pique-pendre au moment du Covid, ce n'était pas juste. Il ne faut quand même pas oublier que c'est grâce à l'OMS que la variole a été éradiquée en Afrique à la fin du siècle dernier. Donc ce n'est pas négligeable. L'OMS a fait en Afrique un travail très sérieux en matière d'assainissement de l'eau qui est devenu compatible avec les règles d'hygiène. C'est un coup de poignard. C'est un coup de poignard désastreux que Trump a asséné, je dirais, à la sécurité globale, à la sécurité sanitaire et donc à la sécurité humaine. C'est gravissime et c'est faisable. C'est-à-dire que toutes les semaines, il peut annoncer qu'il va se retirer de la FAO, du Programme alimentaire mondial, après de l'UNICEF, après du PNUE, après du PNUD, et ça peut continuer. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a deux ONU. Il y a l'ONU qui sert à quelque chose qui est le multilatéralisme social, qui est très facile à attaquer, et sortir de ces agences, ça veut dire ne plus les financer. Et puis il y a une ONU dont il est difficile de sortir, mais qui ne sert plus à rien, qui est le Conseil de sécurité. Et donc, il y a un risque réel d'asphyxie. Et il ne faut pas oublier que la stratégie du fort consiste toujours à se payer sur le faible. Là-bas, alors, effectivement, c'est facile de s'attaquer à l'ONU, et ça peut faire très mal, mais on ne le dit même plus, moi je voudrais le redire ici, marquer l'indifférence par rapport à ce qui se passe en Palestine. Notamment avec ces colons israéliens. Mais c'est incroyable ce qui se passe en Cisjordanie. Ils retirent les sanctions. Voilà, ils lèvent les sanctions que même Biden avait décidé contre les colons israéliens. Et les colons israéliens se comportent en territoire occupé de manière mais ahurissante. Et personne ne dit rien. Le ministère français des Affaires étrangères s'est dit préoccupé. On sait ce qu'en langage diplomatique, ça veut dire d'être préoccupé. Ça veut dire c'est pas bien, mais on laisse faire. Hein, c'est ça la traduction. Mais moi, je suis hors de moi. Je ne comprends pas comment, sous prétexte que la victime est faible, eh bien, on puisse se payer sur elle en marquant une indifférence, mais la plus totale et la plus cynique. Il y a eu des éditions spéciales sur les incendies à Los Angeles, c'était très triste, mais ils ont fait 29 morts. Et combien d'éditions spéciales sur les meurtres en Palestine, que ce soit en Cisjordanie, où on a déjà dépassé le nombre de victimes des incendies de Los Angeles, et ne parlons pas de Gaza. Alors, dans ce contexte, quelles oppositions peuvent émerger efficacement contre les États-Unis et l'Amérique de Trump ? La Chine, l'Europe ? Enfin, l'Europe, poser la question, c'est y répondre, non. Mais est-ce que la Chine peut... Alors, moi, je crois que les deux principaux barrages aux élucubrations trumpiennes, c'est d'une part l'interdépendance et c'est d'autre part la résilience sociale. L'interdépendance, c'est quoi ? C'est qu'on est dans un monde où ça coûte de plus en plus cher de s'attaquer à l'autre. Si les États-Unis se lancent dans une guerre tarifaire avec la Chine, les Américains ne pourront plus porter de chaussures. La plupart sont fabriquées en Chine, de celles qu'ils consomment, et auront énormément de mal à manipuler des instruments électroniques parce que, au moins en partie, ceux-ci sont fabriqués à partir de matériaux, de matières premières, de terres rares importées de Chine ou à partir de toute une série de produits qui passent par la Chine. Donc le coût économique pour le consommateur américain de ce genre d'action agressive contre la Chine serait absolument énorme, ce qui est moins vrai pour l'Europe. Donc, effectivement, je crois que le jeu auquel on jouait tous dans notre enfance, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, fait que on est dans un monde qui, dans la réalité, ça n'a jamais été explicité et institutionnalisé, tellement interdépendant qu'on ne peut jamais aller trop loin. Hein. Et d'ailleurs, le bon exemple, c'est la Chine. Xi Jinping ne veut pas d'un monde déstabilisé, parce que ça coûterait trop cher à l'économie chinoise. Ben, c'est un peu la même chose pour les États-Unis. Le deuxième barrage, c'est que tous ces manias de la puissance, que ce soit Poutine, que ce soit Netanyahou, que ce soit Trump, ne se rendent pas compte que l'humain est souvent plus fort. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'humain dit « je ne joue pas à ce genre de choses, je n'en veux pas ».
Et ça a été la résistance sociale du peuple ukrainien, c'est la résistance du peuple palestinien, dont on voit aux dernières nouvelles que sa volonté de résister à l'occupation est intacte et peut-être même renforcée depuis les attaques qui ont commencé en octobre 2023. Et c'est aussi d'une façon générale toutes les sociétés, y compris la société américaine, qui un jour en auront assez. Donc le canon, ça marche contre le canon, ça ne marche pas contre la résilience sociale. Merci Bertrand. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de sens, la chronique internationale de Bertrand Badi sur le média. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas et à nous soutenir de manière pérenne via un abonnement ou un don mensualisé. Vous pouvez également devenir sociétaire de notre coopérative. Pour tout ça, allez sur le mediatv.fr/soutien. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information. Restez connectés aux médias.